Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Je suis Catherine. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la saison 1. Qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on parle du rapport de l'auteur avec ses lecteurs. Expérience de salon, rencontres, dédicaces, mais aussi commentaires. Exactement, également les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes les librairies en ligne, etc. Ok. Du coup, on va attaquer le sujet directement. Est-ce que tu m'as gardé au chaud ton pire commentaire que tu as vu sur, sur les réseaux ou quelque chose comme ça, à propos d'un de tes bouquins ? Alors mon pire commentaire, alors c'était pas un commentaire sur les réseaux, mais je me souviens de ce commentaire. J'avais un de mes romans qui avait été sélectionné pour un prix, et comme c'était un prix où le jury était constitué par pas mal de lecteurs, et les lecteurs devaient rendre leur avis écrit sur le roman. Et au moment où le prix a été décerné, le prix que je n'ai pas eu, entre parenthèses, mais tous les romanciers qui étaient sélectionnés, on leur remettait très officiellement une petite enveloppe dans laquelle il y avait tous les commentaires des membres du jury sur leur bouquin. Alors, ils nous disaient bien, vous êtes libre de regarder ou pas regarder, parce que des fois, il y a certains commentaires qui sont un peu directs. Enfin, ils nous faisaient une espèce de petite préparation psychologique. Et je m'auto-prépare à ce que j'allais découvrir. Puis je me dis, quand même, ça va aller. Je suis sûre qu'ils ont quand même bien aimé. Ce roman fait partie des dernières sélections. Après tout, il est sélectionné. Oui. C'est ça. Alors, j'ai essayé de me convaincre. Alors, je me dis, allez, je regarde. J'ouvre l'enveloppe. Je sors le premier papier et il y avait un système de notation très classique sur 5 avec une note. Donc, c'était 0,5 sur 5. Ce roman est terriblement mal écrit, c'est prétentieux, l'histoire est totalement incompréhensible et les personnages sont nuls. J'ai détesté. Bon. Et puis j'avais mon voisin de table qui, lui, était en train d'ouvrir ses enveloppes et d'aligner les commentaires. C'est merveilleux, c'est magnifique, etc. Il a vu le mien, il m'a regardé, j'ai dit, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Et j'ai lu que ce commentaire. L'enveloppe est toujours quelque part chez moi, mais Tu l'as gardé ? Non. Oui, mais j'ai pas regardé les autres, parce que je me suis dit, non, mais s'il y en a 2-3 comme ça à la suite, j'arrête d'écrire. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Exactement. Et puis toi, alors, ton plus mauvais commentaire, on commence par ce qui fait mal. Ouais. Non, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai sélectionné deux qui illustrent assez bien peut-être comment, en tout cas moi, peut-être toi aussi, on imagine qu'il faut se comporter ou percevoir ces commentaires. Mais le premier, c'était à propos de mon bouquin de science-fiction. C'est 1 étoile et c'est je ne suis pas allé très loin dans la lecture de l'extrait, je me suis arrêté à la première phrase. Je ne supporte pas cet horrible mélange de temps. Je comprends que l'école soit loin, mais le minimum quand on publie, c'est d'écrire une langue correcte. Donc, je n'ai pas lu 1 étoile sur 5. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il revendique le fait de ne pas avoir lu et de mettre l'étoile. Ça fait mal quand même. Mais c'est ça, ça reste 1 étoile et tu te dis, mais les gens voient qu'il n'y a qu'1 étoile. Parfois, les gens ne lisent pas le commentaire, ils regardent que la notation. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ça touche un peu à ton ego. C'est vrai que ça peut être... Et c'est vrai. Alors, c'est exactement ça. Et en plus, il y a l'injustice. Alors, déjà, c'est un mauvais commentaire, ce qui a quand même tout un tas de conséquences que peut-être dont les lecteurs ne se rendent pas toujours compte. C'est-à-dire que des mauvais commentaires, notamment sur les plateformes Amazon ou autres, ça descend vraiment un bouquin. Et s'il y a beaucoup de mauvais commentaires, les lecteurs potentiels risquent de se laisser influencer en mal. Et c'est vrai que quelquefois, les commentaires, ça a trait à absolument
pas du tout la qualité du bouquin. C'est du style, j'ai reçu mon livre en retard, ou alors le paquet était abîmé, je mets une étoile. C'est l'autre que j'ai sélectionné. Attends, que je retrouve ça. Oui. Alors pour le coup, 5 étoiles, magnifique. Merci beaucoup, monsieur ou madame. Mais c'était noté, le livre est un cadeau de Noël, il est grand format, assez épais, tant mieux, on en a pour notre argent. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de mots dans les pages. Il va me caler une étagère quelque part. Tu vois, quelque part, bon, tu te dis, alors à la fois, il n'y a aucune corrélation entre la note et vraiment le texte. Et nous, c'est ce qu'on attend en tant qu'auteur. Ce serait plutôt une critique du texte et de l'histoire, etc. Bah, évidemment. Et puis c'est vrai qu'alors là, on aurait envie qu'il y ait quand même une modération de la plateforme qui puisse peut-être supprimer ce type de commentaires qui n'ont aucune utilité finalement, mais qui influencent la note. Tu as envie de te dire... alors, il y a ce côté-là, si on fait une moyenne des notes et que tous les gens commentent sur le packaging qu'ils ont reçu, parfois certains grossistes, ils vont t'envoyer un livre avec pas beaucoup de précautions, puis il t'arrive abîmé. Il y a des gens qui commentent, enfin qui donnent une étoile à cause de ça, et donc ça n'a rien à voir avec le texte. Donc, tout ça pour dire que peut-être il faut relativiser, et ça nous amène à... Une des autres questions qui est, toi finalement, avec cette expérience, avec ces retours, il y a heureusement aussi eu des retours très positifs, comment tu vis la critique d'une manière générale ou une critique particulière d'un roman à un moment donné? Comment toi tu perçois les choses? Je crois que c'est toujours difficile, les mauvaises critiques en tout cas, et je crois que quel que soit le niveau, enfin en tout cas, du moins l'expérience qu'on a et le nombre de romans qu'on a publiés, c'est toujours quelque chose qui est mal vécu. Enfin, je crois que même les auteurs les plus renommés et qui ont eu moult prix et qui sont dans les têtes de gondole à chaque sortie redoutent les mauvais commentaires. Après, la chose qui est nécessaire très certainement, c'est de se rappeler que la personne qui critique, surtout quand c'est en négatif, elle critique l'œuvre, elle ne critique pas la personne. Et elle ne nous critique pas à titre personnel, on ne la connaît pas, elle ne nous connaît pas, et c'est vraiment notre roman. On a beau cependant se dire que finalement il faut tout pour faire un monde et qu'il y en a pour tous les goûts, c'est quand même toujours un petit peu difficile. Mais ça, c'est difficile de faire ce trajet et de se dire, après tout, cette critique, c'est une critique de l'œuvre et pas de l'auteur. On a un petit peu tendance à prendre les choses personnellement. Évidemment. Parce que, je sais pas toi, mais un roman, c'est au minimum plusieurs mois, mais souvent c'est une année d'investissement, de travail, etc. Et donc, on se sent un petit peu attaqué sur ça, sur l'ensemble du travail. Puis ça fait partie de toi, t'es écrivain, c'est ta définition de toi-même. Bien sûr, ça fait partie de nous, c'est exactement ça. Alors, il y a beaucoup d'auteurs. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime pas tellement, cette expression de parler de ces livres comme de ces bébés ou de ces enfants. Parce que justement, je trouve que c'est pas au même niveau, c'est pas comparable, c'est pas nos bébés, ce sont nos livres et il ne faut pas... à mon sens, justement, les investir émotionnellement de cette façon-là. Mais il y a un petit peu de ça, et pour beaucoup d'auteurs, ils le vivent comme un coup de poignard en plein cœur. Et je suis assez persuadée que beaucoup de lecteurs les lecteurs de l'autre côté de l'écran, finalement, qui commentent, ne se rendent peut-être pas compte à quel point leur critique, surtout quand elle est mauvaise, est impactante pour l'auteur à titre personnel. Mais en même temps, tu dis ça et on dirait que tu arrives à t'en détacher. Donc, quelque part, comment tu fais? Ou est-ce que c'était différent avant, puis tu as grandi, t'as évolué dans cette perception des choses? C'est-à-dire que je pense que l'effet s'amenuise au fur et à mesure des parutions, parce que c'est quand même heureusement contrebalancé par les bons commentaires et les bons retours et l'expérience qui montre que malgré tout, moi j'ai toujours de la peine à me souvenir combien j'ai écrit de bouquins, mais une bonne douzaine. C'est qu'il commence à y en avoir pas mal. Oui, il y en a pas mal. Donc quand tu perds le fil, c'est qu'il commence à y en avoir un petit peu, un certain nombre, disons. Et on se raccroche toujours à ça, à se dire, malgré tout, j'ai mes lecteurs, je sais que j'ai des gens qui me suivent, quoi qu'il arrive, des bonnes critiques,
des critiques aussi de professionnels du livre, donc qui ne vont pas être des critiques qui vont tenir au fait que le paquet était mal fait ou qu'il est arrivé en retard pour l'anniversaire de Tata Lucienne, quoi. Et ça rassure. Cependant, je pense que c'est surtout les premiers commentaires, en fait. Parce que après, finalement, les choses se lissent. C'est-à-dire que quand tu as 100, 200 avis, si tu as une étoile sur Amazon parmi 250 avis, ça ne te change pas ta note. En revanche, quand tu commences par une étoile ou que tu as 12 commentaires, là, ça fait mal. C'est plus dur, oui. Là, ça fait mal. Et puis il y a aussi cette fameuse mode, en quelque sorte, sur. Je pense que la plupart des auteurs qui nous écoutent, enfin en tout cas ceux qui publient sur Amazon, l'ont sans doute expérimenté. On a toujours à un moment ou à un autre la mystérieuse étoile, une étoile sans commentaire qui arrive. Et celle-là, elle est très très mystérieuse. Tu te dis, bon, à ce moment, apparemment, t'as vraiment pas aimé. Mais et on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire, bon, est-ce que c'est pas un auteur concurrent qui à les mettre? Ça fait partie des hypothèses qui circulent. Je ne sais pas. Ouais, après, le après, c'est un moyen one de shot. savoir, Tu peux mettre une fois une étoile à quelqu'un, puis après, c'est mort. Tu peux pas remettre une étoile. Non. Et puis alors, l'autre chose qui est dommage et qui pourtant serait intéressante, je trouve, ce serait d'avoir un droit de réponse pour les auteurs. De pouvoir... mais quelquefois, quand tu as vraiment une critique sur un certain point, de pouvoir... Mais après, bon... Alors, je serais assez distant, moi, personnellement, par rapport à ça. Ouais. Ah, ça ne te démange pas, quelquefois, de dire « Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire !» C'est le premier réflexe, tu as envie de te justifier. Mais en fait, tout ce que ça fait, c'est attiser le... Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand tu peux pas avoir de discussion de fond, en fait. C'est ça, le truc. Et en plus, il faut essayer de ne pas répondre sur l'émotion. Oui, ça c'est sûr. Et après tout, si la personne n'a pas aimé mon bouquin, c'est elle qui a un problème avec mon bouquin. Moi, je l'ai publié, donc j'en suis content, fier, heureux de le proposer. Mon truc, il peut pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. Comme moi, je peux pas plaire à tout le monde. Donc, oui, c'est vrai qu'après, ça nous entraîne. Moi, je suis en vers paix d'autres choses. avec les gens qui me mettent une étoile, qui justifient ou pas. En fait, j'ai tendance à plus les lire maintenant. Je vais par contre faire attention à la moyenne. Quand tu as 100, 200 notations, tu es intéressé à savoir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça change? Est-ce que toi, un commentaire négatif ou la peur d'un commentaire négatif ou la peur d'une notation, ça t'empêcherait de publier ou de... Je sais pas, tu commences une histoire, par exemple, tu as une histoire qui court, Emma Paddington, sur plusieurs... c'est une série sur plusieurs tomes. Si les premières critiques avaient été... ou les premières notes avaient été du volume 1 plutôt négatives, est-ce que ça t'aurait empêché d'écrire la suite, tu vois? C'est une bonne question. Alors, je pense que... Il y a quand même, dans le cas d'une série, il y a de toute façon, moi j'estime un engagement vis-à-vis du lecteur. En tout cas, on peut l'espérer, tu feras jamais l'unanimité dans un sens ou dans l'autre, mais tu feras jamais l'unanimité avec que des mauvais suffrages. Donc tu auras toujours des gens qui ont aimé, tu auras toujours des gens qui seront en attente de la suite. Alors là, bon, c'est peut-être un sujet, on digresse un peu et c'est un sujet différent, mais moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre en tant qu'auteur qu'on puisse abandonner une série. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas abandonner une série. Quand on commence une série, on doit la terminer parce que, ne serait-ce que s'il y avait un ou deux lecteurs... tu parles de l'écriture. Oui, donc... J'étais sur le lecteur et je me disais, si, ça me plaît pas, j'arrête. Oui, non, alors pardon, je réponds à ta question, en fait, de si j'avais eu des mauvais commentaires sur le tome 1, est-ce que je me serais posé la question de la terminer? De toute façon, je l'aurais terminée, alors certainement dans la douleur et en étant beaucoup moins heureuse. Parce qu'en me disant, mais à quoi bon, elle est mauvaise de toute façon. Côté, oui. Alors peut-être, j'aurais pas fait 5 tomes. J'aurais peut-être plié le truc avec une duologie en me disant, on s'arrête vite parce que manifestement, elle ne plaît pas, donc ça sert à rien de s'acharner dans l'erreur, si tout le monde est d'accord. Mais j'aurais terminé. On est obligé. C'est pas qu'elle ne plaît pas, elle a pas trouvé ses lecteurs encore. Oui, mais si tu as 100% de... Alors, tout dépend si tu as 100% de mauvais commentaires, mais les 100%, c'est sur 4 commentaires. C'est ça. Bon, là, c'est qu'on est sur un problème de visibilité. C'est autre chose. Est-ce que tu connais des auteurs qui
suivent religieusement tous leurs commentaires, font attention, etc. Et au contrario, il y en a d'autres qui s'en tapent complètement, que je connais aussi, qui lisent jamais, par peur justement d'être influencés. Oui, mais voilà, ils s'en tapent pas, je pense. Enfin, moi, Ils les lisent pas précisément parce qu'ils s'en tapent pas. Je pense. Enfin, mais moi, c'est un petit peu ça. Hein. Moi, c'est-à-dire que je regarde, comme toi, je regarde régulièrement, je regarde la note, je regarde l'évolution du nombre de commentaires, mais je ne vais pas trop les lire. Je ne vais pas trop les lire. Parce que, en tout cas, je parle sur Amazon ou sur Babelio, etc. Parce que j'ai pas justement très envie de me confronter à des critiques frontales, même si je vois bien à la note que c'est globalement apprécié, mais je pense que c'est difficile quand tu es face à ton écran et puis que tu as même un mauvais retour. On est triste. On est triste, et ça, je pense, même après en avoir publié beaucoup. Donc, j'imagine que quand c'est ton premier et que ça t'arrive au premier, parce que tu disais tout à l'heure... sur une série, est-ce que ça t'aurait dissuadé de poursuivre la série? Mais j'irais même plus loin. Je me demande si un auteur qui publie son premier roman dans lequel il a mis toute son énergie, tout son amour et qui a que des mauvais commentaires, est-ce que ça pourrait l'inciter à arrêter d'écrire tout bêtement finalement? Il y a sûrement des gens dans ce cas de figure. Puis c'est dur. Enfin, et du coup, si tu te positionnes... Moi, alors, je sais pas, est-ce que toi, tu as l'impression que cette prise de conscience en tant qu'auteur de l'impact que pouvaient avoir des commentaires, enfin, je ne sais pas si en tant que lecteur tu mets des commentaires, est-ce que tu y penses que l'auteur va les lire, quoi? C'est au point que c'est pas que je m'interdis de poser des commentaires, mais j'évite pour pas faire de mal ou enfin pour être neutre par rapport à ça. Par exemple, je sais que tu publies tes rapports de lecture, comme on pourrait dire, des chroniques sur les bouquins que tu as aimés, d'autres peut-être un peu moins, etc. Et moi, personnellement, je n'arriverai pas à le faire dans le sens où j'aurais peur de... Non, en même temps, je suis en train de m'emballer. Peut-être que si je suis très clair avec moi-même... Non, mais de dire... si d'emblée on est clair en disant « je n'ai pas aimé le livre », ça n'a rien à voir avec l'auteur. Et d'ailleurs, j'ai aimé un autre livre de cet auteur. Tu vois, si tu es très clair comme ça, je pense qu'on peut très facilement apporter une critique tant qu'elle est constructive. Oui. Par contre, je me sens pas de le faire déboter comme ça, et du coup, moi, j'évite juste de le faire. Alors, il y a plusieurs nuances à apporter. Tu peux aller changer tes caméras aussi. Vous avez entendu, ça fait... C'est que Cyril doit aller changer les caméras. Mais je t'autorise pendant que je parle. Pendant que tu me réponds. Oui, on essaye de professionnaliser ce podcast. Et ça ne se voit pas, mais on n'a toujours pas trouvé la solution pour faire durer les caméras le temps de l'émission, mais on y travaille. Donc, au niveau des chroniques, je pense qu'il y a plusieurs nuances. C'est-à-dire que si j'ai vraiment détesté, effectivement, ça m'arrive de temps en temps où je suis pas allée jusqu'au bout du livre. Là, je vois pas l'intérêt de publier une critique qui va être négative et qui finalement n'engage que moi et mon avis subjectif. Donc, qui suis-je pour descendre un livre d'une manière visible sur mon site, sur les réseaux sociaux? Donc ça, je ne le fais pas, ou alors je le fais si c'est vraiment un auteur avec tellement de notoriété que ça lui fera ni chaud ni froid que j'ai pas aimé son bouquin. Mais en revanche, si c'est un auteur moins connu, je ne veux pas citer de nom, mais moins connu, dont j'ai vraiment pas aimé le livre, à ce moment-là, je publie pas la chronique. Après, quand ma critique est un petit peu plus nuancée, avec des éléments quand même négatifs, la solution que j'ai trouvée depuis quelque temps, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même un accès assez facile aux auteurs pour échanger avec eux. Donc souvent, moi, je contacte l'auteur et je lui dis, voilà, j'ai lu ton livre ou votre livre, enfin selon que je le connaisse un peu ou pas. J'en ai fait la chronique, mais elle est pas totalement bonne, et mais il y a des oui, voilà, moi j'enrobe ça d'une manière un petit peu plus oui, un petit peu de sucre, non, mais ni sucre ni pas de sucre, j'envoie la chronique, en fait. Je dis, voilà ce que je vais dire, est-ce que c'est ok pour vous ou pas?
Ok. Et je dis, mais vraiment, il faut vous sentir libre. Si vous n'êtes pas à l'aise, je ne la publie pas. Et si ça vous va, je la publie. Et alors, je ne l'ai pas fait très, très souvent, parce qu'en plus, chroniqueuse, c'est vraiment pas mon métier, et puis j'en fais pas beaucoup. Donc, non, mais je posais la question parce que c'est arrivé, quoi. Oui, mais c'est arrivé. Mais en revanche, à chaque fois que j'ai procédé de la sorte, finalement, il n'y a jamais eu de problème. Et les auteurs m'ont toujours dit, si, mais tu peux publier, en me remerciant plutôt d'avoir ouvert le dialogue et d'en avoir discuté avec eux. Alors, si je me positionne comme auteur, c'est clair que c'est quelque chose qui est très apprécié quand tu as ce contact-là. Oui, parce que quand finalement, la critique sort du bois, tu connais ni d'Ève ni d'Adam, puis en plus, il y a un côté injuste. C'est ça, et puis qu'on n'ouvre pas le dialogue. Après, c'est toujours pareil. C'est une question de respect et une question de discuter, critiquer pour critiquer, et juste pour faire du mal et pour descendre en flèche. On en voit des fois des chroniques de ce type, des avis qui sont assez méchants gratuitement. Mm-hmm. Ça, c'est vrai que je vois pas très très bien l'objectif. Maintenant, si la critique, elle est sur certains points du roman qui étaient peut-être un petit peu, qui auraient justifié peut-être d'être un petit peu plus à travailler, ou des personnages un peu clichés, ou une fin un peu décevante, ou quoi que ce soit. Il y a la manière de tourner les choses, mais je me dis que pour l'auteur, ça peut finalement lui apporter si c'est fait d'une manière élégante, et tout en nuançant avec les aspects positifs du roman, finalement, ça peut être quelque chose de bien, je pense, qui peut servir à l'auteur, qui peut servir aux autres lecteurs. Puis moi, en tant que lectrice, quand je vois des mauvaises critiques, ça me donne aussi envie d'aller lire le roman pour aller me faire mon avis à moi. Je ne sais pas si toi, c'est ton cas. Ou tu dis, non, il est mauvais celui-là, 2 étoiles, laisse tomber. Sois honnête. J'ai tendance à me fier pas à une critique unique. Oui. Alors, on reprend Amazon parce que c'est là où il y a le plus gros des commentaires, hein, malheureusement ou heureusement. Enfin bon, c'est un autre débat, mais c'est là où tu vas avoir la plus grosse statistique. Donc, un bouquin qui a l'air de me plaire, avec un 4e de couverture qui me plaît, ça a l'air bien. Je suis sur le point de l'acheter. Je vais quand même regarder si il y a 900 notations et que la moyenne est à 1,7. Là, je vais chercher un peu plus loin pour essayer de savoir pourquoi, comment. Alors après, je peux l'acheter parce qu'il est controversé, justement. Mais... Ouais, donc alors 1,7, je crois. Non, mais je tire dans les... Beaucoup, tu vois, mais en dessous de 4, on peut peut-être se poser la question. Oui, mais ces systèmes de notation, ils sont de toute façon biaisés. Qu'est-ce qui différencie un 4,2 d'un 5 d'un point de vue littéraire, d'une fiction, etc. Enfin, tu vois, c'est pas... Et puis, il n'y a pas vraiment, en plus, si on va par là, finalement, mais c'est comme les avis sur hors littérature, c'est la même chose, hein, les avis sur les restaurants ou sur quoi que ce soit. Finalement, dans quelle mesure est-ce que c'est pas tous les amis de l'auteur qui sont venus mettre des commentaires en masse pour dire c'est formidable. J'ai pas autant d'amis, moi, personnellement. Oui, alors... Ah non, alors ça c'est sûr que mobiliser 300 personnes pour aller mettre 5 étoiles, mais c'est toujours les premiers commentaires qui sont les plus importants, je pense. Pour lancer le truc quand même, c'est dans les premiers jours. Après, enfin moi je sais que ça m'a toujours fait comme ça sur mes bouquins, après je les regarde moins, mais après les premiers tu vérifies. Ça te donne aussi une tendance générale, quoi. Donc je pense que ceux-là ils sont particulièrement importants. C'est aussi pour ça que c'est pertinent d'avoir des chroniqueurs qui lisent le livre en avant-première pour pouvoir donner des avis. Le jour de la sortie, qui est déjà des avis. Enfin, c'est vrai que ça, c'est important. Et ça, c'est important, oui. Ce rapport au lecteur, ses commentaires, ses critiques, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire l'expérience au cours de dédicaces ou de salons en direct ? Plus précisément, est-ce que tu as quelqu'un qui est venu droit vers toi et dire « vraiment pas bien votre bouquin ?» J'imagine que non. Je pense que les dédicaces, les gens ne viennent pas se faire dédicacer s'ils n'aiment pas non plus. Mais est-ce que tu as eu un peu ces expériences-là ? Alors,
Effectivement, comme tu dis, c'est toujours beaucoup plus facile, je pense, d'être négatif derrière son écran, caché, en connaissant pas la personne, que droit dans les yeux. Ouais, la maladie du moment. Ah oui, mais ça, c'est évident. Donc, non, alors, j'ai jamais eu un lecteur furieux qui arrive et qui me demande un remboursement immédiat. En revanche, non, des critiques plutôt positives en salon. C'est vrai que ce qui est agréable, après quelques années et quelques romans, c'est justement ça, les salons que tu refais d'une année sur l'autre, ou les librairies où tu retournes, et il y a les lecteurs qui reviennent. Donc la première année, ils achètent le livre, ils ne te connaissent pas, donc forcément, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, ils ne te connaissent pas, ils vont tenter l'aventure avec toi. Et puis, l'année d'après, quand tu reviens avec le bouquin suivant, ils arrivent en te disant, je vous ai acheté le livre l'année dernière, il m'a vraiment beaucoup plu, je prends le nouveau. Ça, c'est vraiment chouette. Ça fait du bien. Ouais. Alors ça, oui. Alors ça, c'est extrêmement gratifiant et ça fait partie de la grande joie, je pense, d'aller à la rencontre des lecteurs. Bon, alors évidemment, c'est pas sur la première fois, mais au bout d'un moment, on commence à se faire tout doucement son lectorat. Puis c'est toujours, moi, je suis toujours extrêmement étonnée quand j'ai des lecteurs qui arrivent et qui me disent « Ah, mais on s'est vu, mais c'est vous !» Des fois, c'est ça, ils arrivent et ils voient le livre, ou des gens qui l'ont lu, et puis qui, en salon, reconnaissent la couverture et puis sont tout heureux de dire « Oh, mais j'ai lu ce roman, je l'ai tellement aimé !» Et des fois... Ils vont presque le recommander auto. Mais c'est ça, des fois, ça arrive qu'ils ne s'adressent même pas à nous, en fait. Ils passent, et puis ils sont avec un ami, et puis ils montrent le bouquin en disant « Celui-là, il est vachement bien !» Et puis hop, ils passent, et puis hop, merci, j'ai pris ça au passage. Et ça fait partie... c'est assez chouette, parce que bon... J'ai posé la question parce qu'une année, j'étais... j'ai oublié le nom du festival du polar à Lyon. Le Quai du Polar. Le Quai du Polar, merci. Et je faisais la queue comme tout bon lecteur. Surtout sur ces gros salons. Ouais, mais là, c'était Maxime Chatham en plus, donc autant dire qu'il y avait beaucoup de monde. Non seulement tu fais la queue, mais tu n'es même pas sûr de le voir. 3 ou 4 personnes devant moi. La dame est allée droit sur lui, puis il lui a dit « Alors, les thrillers, super, le dernier, vraiment bien. Par contre, il faut que vous arrêtiez les... » Et elle parlait de sa série, tu sais, jeune adulte. Oui. Puis il était très poli, il disait très bien, merci, etc. Mais tu vois, elle était cash, elle lui disait, en gros, arrêtez de faire ça et continuez à nous produire plus de polars, c'est ça qui m'intéresse. Je trouvais ça à la fois cute. Ça, mais ça fait sourire. Enfin, disons, quand c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je me permettais davantage de critiques négatives sur les auteurs de cette notoriété-là, c'est que Maxime Chatham, il n'a rien à prouver. Donc, même si la dame, elle vient un petit peu en frontal comme ça, elle lui dit « Non, mais il faut arrêter tout de suite, c'était pas raisonnable du tout, j'ai pas aimé. » Type, bon, d'accord, je prends note, merci. Puis quand c'est fait d'une manière... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'il a réagi. Très, très bien. Mais il a éludé pour être... Voilà. Il lui a pas promis de ne plus faire. Non, puis Chatham à Quai du Polar, c'est une industrie, t'as un certain nombre de secondes en fait, il faut qu'il débite si tu veux que tout le monde passe. Et cette année-là, il y avait eu tellement de monde, il a dû arrêter pour libérer le stand pour un autre auteur. Et il a quand même tenu à poursuivre les dédicaces, donc il s'est mis dans un couloir derrière, puis il est venu nous voir un par un. Alors que ça aurait pu s'arrêter, toi. Donc, bravo Maxime Chatham, parce que c'était vraiment sympa pour ses lecteurs. Ouais. Donc, continuez. On vous autorise du coup à continuer aussi le fantastique, pour vous remercier. C'est vrai qu'il a besoin de notre avis. Oui, mais on ne doute pas qu'il nous écoute. Merci Maxime. Bon, magnifique. On a fait un petit peu le tour comme ça du rapport au lecteur, même si c'est un vaste thème, mais plutôt au travers des commentaires et des critiques d'une manière un peu globale. Peut-être juste une dernière question, puis après je vois qu'on arrive au bout du timing. Ça serait, est-ce que dans ton processus créatif, tu as déjà en tête un lecteur ou le lecteur idéal, et que ça te permet ça influe sur ton écriture, pardon, ou c'est pas du tout le cas? Alors, ou tu connais peut-être des auteurs qui font ça, je sais pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se professionnalise, disons, où on en écrit régulièrement, on en sort régulièrement, on a forcément en tête un lecteur pour qui
on va écrire parce qu'on le connaît finalement et on sait un petit peu mieux le ciblage et ce qu'il attend, parce que sur les précédents romans, il nous a dit, il au pluriel, elle, nous, en allant justement à la rencontre de nos lecteurs, on voit un petit peu ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment moins. Alors, j'aimerais pouvoir te répondre, non, mais on n'en tient absolument pas compte, on écrit avant tout ce qu'on a envie, alors c'est vrai, et c'est vrai pour la majorité du processus, je pense, mais je réfléchis quand même aussi par rapport à mon lecteur dans certaines situations. Je me dis, tiens, est-ce que telle scène, finalement, est-ce que ça va être apprécié, est-ce que ça va être compris? Je pense que c'est quand même important à partir du moment où on est dans une logique, c'est un mot horrible, attention, dans une logique un peu commerciale, quoi. On se dit qu'on a quand même un peu envie que notre bouquin, il se vende et qu'on en parle en bien. Il faut tenir compte de ce que le lecteur aime. Après, mais est-ce que pour autant il faut écrire dans ce but-là? Je sais pas. Alors non, mais pas à ce point-là. Je pense que à mon sens, le premier impératif, c'est de se faire plaisir, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire. Après, il y a certains romans qui sont vraiment tellement de niche, ou alors il faut, en connaissance de cause, savoir, je pense à une amie qui se reconnaîtra peut-être, qui écrit actuellement un roman sur un thème extrêmement particulier qui se rapporte à un certain canton de Suisse à une certaine époque. Enfin, je ne veux pas trop spoiler pour les gens que ça pourrait intéresser, mais elle-même, elle dit, je sais que je vais avoir peu de lecteurs intéressés. C'est pas du tout commercial, c'est une histoire qui ne concerne qu'une petite commune et qui se réfère à un événement passé. Donc ça n'intéressera sans doute pas grand monde, mais moi, ça me fait plaisir de l'écrire. Et à partir du moment où elle est consciente qu'avec ce roman-là, sur lequel elle passe quand même beaucoup de temps, sur lequel elle va passer plusieurs mois, qu'elle va travailler avec le sérieux qu'on lui connaît, comme elle aurait travaillé n'importe quel roman, à partir du moment où elle est consciente qu'elle n'aura quasiment pas de lecteurs et qu'elle va en vendre très peu, c'est OK. Mais il faut le savoir. Et en même temps, elle est obligée vu que la niche de lecteurs potentiels, c'est une niche. Elle est vraiment nichée, vraiment nichée. Du coup, tu as besoin de répondre à des besoins précis de ces lecteurs. Donc, il ne faut pas trop se rater non plus de ce côté-là. Alors, c'est ça, et qui vont être particulièrement exigeants parce que justement, c'est très spécifique. Mais le sous-entendu de ça, c'est qu'elle-même fait partie de la niche. Oui, j'imagine si elle écrit dessus. Ouais. Elle écrit dessus, mais c'est un sujet qu'elle connaît bien, qui l'intéresse, dont elle a décidé de parler et qu'elle a décidé de développer dans une fiction, mais une fiction qui est ultra ciblée, mais elle le dit elle-même, elle se fait plaisir avant tout, elle se dit, si j'en vends 120, ce sera wow. Et voilà, et heureusement qu'on ne fait pas à nos niveaux en tout cas, parce que nous ne sommes pas Maxime Chatham. Décidément, il a les oreilles qui sifflent aujourd'hui, Maxime. Oui, mais il faut aussi avoir la notion de plaisir et de se dire peut-être que celui-là, il est juste parce que pour le fun un petit peu, j'ai envie, et puis je ne m'intéresserai surtout pas aux commentaires de tous les déçus qui attendent un livre comme le précédent et puis qui vont peut-être là déchanter parce que c'est tellement différent, tellement particulier. À partir du moment où on est au clair avec ça et où on le sait, que c'est pas une erreur de stratégie mais que c'est finalement un choix, je pense que tout se défend et tout est acceptable et c'est OK, il me semble. Qu'en penses-tu ? Rien. Non, pardon. Il y avait un bruit dans le studio. Et du coup, je pensais qu'on entendait au micro, donc je voulais juste être sûr. Mais pour revenir sur est-ce que on écrit par rapport à un lecteur, je pense qu'il faut avoir un lecteur idéal en tête, mais qu'il est protéiforme. Oui. Et que, en fonction de ce que surtout que nous qui écrivons dans plusieurs genres, c'est pas les mêmes c'est goûts, c'est pas les mêmes lecteurs, c'est pas les mêmes attentes. Après, est-ce que j'écris pour les attentes de quelqu'un ? Oui, ça va être principalement les miennes. C'est-à-dire que j'écris parce que ça m'amuse et que, comme je l'ai dit dans un autre épisode, pour avoir différentes vies par procuration quelque part. Donc pour me faire plaisir, et c'est ce lecteur-là que j'ai envie de contenter, c'est-à-dire que
Si une scène avec des lasers et des machins et des trucs n'existe pas et que j'aurais eu envie de la lire, je vais avoir tendance à l'écrire. Et c'est ce lecteur idéal-là que je cherche à combler. Mais après, sur d'autres genres, par exemple, j'ai ma première lectrice c'est elle que je vise principalement. Je sais que si elle, ça passe, ça va passer chez pas mal de lecteurs potentiels. Donc, ouais, quelque part, je rejoins ce que tu dis. Je crois qu'on est assez d'accord. On va conclure cet épisode. Ça va être notre mot de la fin. Le prochain épisode, qui va être déjà le 3e épisode, je ne sais pas si tu te rends compte. Oh, c'est quand même incroyable. On a tenu jusque-là. Combien avons-nous d'auditeurs ? 2,5 ? Je te dirai quand je le saurai. Non, mais plus nécessairement. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Oui, abonnez-vous, faites-nous connaître si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, sur là où vous écoutez le podcast. Sur les réseaux sociaux aussi. On a les réseaux sociaux ouverts, du haut de plume sur Instagram. Le site internet qui est en route, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les insights et les petits détails. Et puis venez nous, là notamment sur cet épisode, n'hésitez pas à venir nous communiquer et parler avec nous de votre expérience, que ce soit du côté auteur ou du côté lecteur. Là, je pense que tout le monde peut avoir un petit peu son avis sur cette question des avis de lecture. De manière paradoxale, nous sommes friands de vos commentaires pour le coup. Absolument. Et on se voit dans 15 jours, on parlera d'un sujet plutôt connexe puisqu'on va parler des réseaux sociaux et des auteurs. Enfin, des auteurs par rapport aux réseaux sociaux, etc. Ça marche. À bientôt, Catherine. À bientôt, Cyril. Thank you.